Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, je suis de retour pour une deuxième saison de Lanceur d'Arrête. Comme vous le voyez, j'ai pris une grande décision. Je vais essayer de vous produire des épisodes en vidéo, car plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'ils préféraient regarder le podcast sur YouTube puis d'avoir ma belle grosse face pendant qu'ils m'écoutent parler. Alors, je fais la tentative, on va voir si ça fonctionne, on va voir si ça vous plaît. Je suis très heureux d'être de retour aux manettes de Lanceur d'Arrête. Hein. Vous savez, c'est moi qui fais à peu près tout, si c'est pas tout dans ce podcast. Et ben, j'ai bien hâte de vous proposer des nouveaux épisodes pour la deuxième saison. Je crois aussi que dans l'ensemble, les épisodes vont être un petit peu plus courts. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des épisodes un petit peu plus courts qui fit un petit peu plus avec votre trajet d'autobus ou de voiture. Donc, je vais essayer du moins pour les épisodes solo, de pas dépasser les 20 minutes d'épisode. C'est sûr que pour des entrevues avec d'autres personnes, ben là, forcément, on va prendre le temps de discuter, donc c'est probable que ça va dépasser les 20 minutes. Mais dans l'ensemble, pour mes épisodes réguliers, comme je dirais, on va essayer de tourner en dessous de 20 minutes. Cette deuxième saison, elle s'ouvre dans un contexte un petit peu particulier quand même, parce que, ben, vous savez, je parle de santé mentale, mais je parle aussi beaucoup de politique, de syndicalisme et du monde du travail. Et c'est vrai qu'on est dans une époque un peu particulière dans laquelle le propos haineux est considéré comme une opinion comme les autres. Alors, je vous le dis tout de suite, j'embarquerai pas dans un débat concernant l'assassinat d'un célèbre influenceur américain. La seule chose que je me contenterai de dire, c'est que tuer des gens, c'est pas bien et ça le sera jamais. J'ai toujours été un farouche défenseur de la liberté d'expression et qui a toujours eu le goût de débattre avec les gens, même ceux qui pensent pas comme moi. Par contre, en ce moment, le climat est vraiment à une haine, un mépris vraiment décomplexé qui, force est de constater que ça m'oblige à revoir mes positions. Et donc, j'ai décidé que je ne voulais plus débattre avec les gens qui ne me respectent pas. Tant pis pour eux, ils débattront pas avec moi. Pourquoi? Parce que certains d'entre eux veulent tout simplement nous détruire. Quand je parle nous détruire, je parle des gens plus progressistes, des gens qui ont des affinités avec les syndicats. Eh bien, écoutez, c'est pas moi qui vais tendre l'autre joue. On va riposter, on va se défendre. Et peut-être que dans Lanceur d'Arrête, on va être un petit peu plus incisif dans la deuxième saison. Je vous dirais que j'ai eu cette réflexion pendant une bonne partie de l'été, mais elle a atteint un point culminant lors d'un lac à l'épaule, comme on appelle, donc une espèce de retraite de travail avec des collègues syndicalistes, lors de laquelle on nous a formés à riposter, à se défendre contre des attaques lors de manifestations et à protéger les gens qui manifestent avec nous. Et là, je me suis rendu compte que, oulala, là, le jeu a changé, les règles du jeu ont changé, et je trouve ça quand même particulier qu'on s'attaque aux syndicats, que ce soit devenu, pour certains, l'ennemi public numéro 1. Je vous rappelle quand même qu'un syndicat, c'est une institution démocratique et que c'est quand même à la base de nos libertés individuelles. Donc, je trouve ça un petit peu particulier et je me suis questionné sur la raison pour laquelle le discours antisyndical était de plus en plus décomplexé et j'ai pas eu à chercher très loin. Je me suis ramassé dans la rhétorique de notre gouvernement caquiste qui est ouvertement antisyndical, qui est ouvertement déterminé à détruire les syndicats. Le syndicat, c'est l'ennemi pour eux. Alors bon, ils font de la désinformation, ils font des publicités pleines de démagogie et le problème, c'est que cette rhétorique, elle se perpétue, elle se répète parce qu'il y a énormément de perroquets, de valets qui répètent ce discours jusqu'à en avoir la nausée. Et parmi ces perroquets, il y en a une qui a frappé très fort au début du mois de septembre. C'est Stéphanie Gramont, la chroniqueuse éditorialiste à la presse. Au début du mois de septembre, elle a signé un éditorial qui pourrait être un infopub pour la CAQ, qui pourrait être une déclaration d'amour au ministre Jean Boulet, dans laquelle elle tient des propos antisyndicaux qui sont de telle mauvaise foi que c'en est de la désinformation, tout simplement. C'est un espèce de brûlot contre les cotisations syndicales en disant que on les dépense n'importe comment, nous, les syndicats, et qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus réglementé par rapport à ce qu'on fait avec l'argent de nos membres. On va commencer par un premier extrait de l'article dans lequel elle dit « Les jeunes caquistes réclamaient un meilleur encadrement de l'utilisation des cotisations syndicales à des fins partisanes lors de leur dernier congrès. Le premier ministre François Legault leur avait donné raison. » Là, tu commences très mal, Stéphanie. Je m'excuse, on va se tutoyer entre Stéphane, Stéphanie, on va se tutoyer. Tu prends les jeunes caquistes en exemple.
ils sont jeunes, ils sont caquistes, ils sont probablement tous vierges. Tu peux arrêter de leur en rajouter sur les épaules, s'il te plaît. C'est pas un argument. Et puis, il faut dire que la notion de cotisation syndicale, elle est vraiment utilisée comme un argument massu, soi-disant, par les anti-syndicalistes. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes syndiqué, votre cotisation syndicale, c'est la sortie d'argent dans votre budget qui vous redonne le plus gros retour sur investissement. Une cotisation syndicale, c'est pas une taxe, c'est un investissement collectif. Vous avez un retour sur ce que vous payez. Au-delà de financer les négociations, elle finance aussi cette cotisation syndicale, tout ce qui est frais d'avocat, représentation devant les tribunaux, qu'un salarié seul pourrait jamais se permettre. Et oui, la cotisation syndicale, elle finance aussi des luttes sociales parce que, je vais y revenir, c'est tout à fait logique qu'un syndicat s'investisse et investisse de l'argent dans des luttes sociales qui dépassent le monde du travail. Les droits des travailleurs, c'est des droits humains. On se bat pas contre un employeur, on se bat contre un système. Et quand on parle des cotisations syndicales, il faudrait peut-être pas oublier qu'on est loin d'être à armes égales. On se bat, c'est David contre Goliath. On se bat contre des gens qui ont énormément de moyens et qui s'en servent pour nous écraser. Alors, certaines personnes vont me dire, mais le patron, il fait ce qu'il veut, c'est son argent. Alors, je vais revenir sur cet aspect-là. Je prendrai juste le temps de vous dire que parfois, l'employeur, c'est l'État et que l'argent qu'il utilise, c'est le vôtre. Et vous seriez surpris de voir à quel point l'employeur gouvernement se sert de l'argent de vos taxes pour détruire et pourrir la vie de ses salariés. Et donc, Mme Gramont, elle poursuit sur cette lancée en disant « Toutefois, les syndiqués ne devraient pas être forcés de financer, à même leurs cotisations obligatoires, des combats partisans avec lesquels ils ne sont pas nécessairement d'accord. » Stéphanie, dans n'importe quelle organisation démocratique, c'est impossible que chaque individu soit d'accord avec toutes les décisions qui sont prises en haut. Et dans un syndicat, contrairement à, par exemple, le gouvernement, on a quand même une représentativité quand même assez directe parce que la grande majorité, si ce n'est pas toutes les décisions, sont prises en assemblée générale. Et puis, Stéphanie, tu sembles ne pas savoir que la majorité, si ce n'est pas tous les enjeux politiques et sociaux, vont directement influencer le monde du travail, ne serait-ce qu'avec des lois sur la santé et sécurité au travail, par exemple, sur le droit de grève, on va y revenir avec M. Boulet. Et ça, les syndicats n'ont pas le choix de s'investir là-dedans et de s'y positionner. Je vous nomme ça parce que Stéphanie, dans l'article, elle fait tout un plat avec un militant syndical, un élu syndical qui a organisé une manifestation contre le gouvernement. Et il se trouve que cette personne-là, ça a été un candidat à des élections pour un autre parti. Les citoyens syndiqués, ils ont droit de militer individuellement. Et si une personne représentante syndicale se ramasse dans une lutte plus politique, ça ne veut pas dire que toutes les cotisations de son syndicat sont utilisées à des fins partisanes et politiques. C'est complètement ridicule de dire ça. Et j'irai même plus loin. Au-delà de ça, moi, je trouve que ce serait irresponsable de la part d'un syndicat de ne pas se mêler des sujets qui sont plus partisans, des sujets qui sont débattus en politique. C'est ce qu'on appelle le deuxième front syndical. Et pour moi, l'utilisation des cotisations syndicales pour le deuxième front, donc pour la défense des droits des femmes, la défense des minorités sexuelles et de genre, la lutte au racisme, mais ça, ce sont des terrains sur lesquels il faut absolument que les syndicats soient parce que le monde du travail, c'est pas un vase clos et toutes ces situations-là, elles se ramassent dans le monde du travail. Les travailleurs, les travailleuses, c'est des citoyens aussi. Hein? On n'arrête pas, on n'est pas dans la série Severance, là. On n'arrête pas d'être un citoyen quand on est au travail et on n'arrête pas d'être un travailleur quand on rentre à la maison. Et ça, sans oublier que toutes les luttes syndicales finissent par avoir des impacts sur les personnes qui sont non syndiquées. Donc, si les syndicats se mêlaient uniquement de leurs affaires et de l'affaire de leurs membres, ils laisseraient de côté toute une partie de la population. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Et Stéphanie, vous allez voir, elle revient encore là-dessus, elle est stickée sur les cotisations syndicales et sur l'argent. Elle évoque la formule RAND. La formule RAND au Québec, c'est ce qui fait en sorte que quand tu es dans un milieu syndiqué, tout le monde paye les cotisations syndicales, que c'est obligatoire. Et d'ailleurs, Stéphanie, elle le dit dans l'article, elle dit « Cette formule garantit que tous les travailleurs qui profitent des négociations syndicales assument leur part des coûts. Mais ce n'est pas la norme ailleurs, notamment en France ou en Scandinavie, où les syndicats doivent convaincre les travailleurs de cotiser. » Là, je vais te dire tout de suite, Stéphanie, là, tu fais de la démagogie parce que la France, les pays scandinaves, premièrement, ils ont une tradition politique qui est extrêmement différente de la nôtre, un État-providence très fort, par exemple. Deuxièmement, dans plusieurs de ces pays-là, l'État finance en partie les syndicats. Et si tu vas un petit peu plus loin, si en Amérique du Nord, avec la tradition nord-américaine, on n'utilise pas la formule RAND, donc on utilise cette formule que tu suggères, ça s'est fait
et ça fonctionne pas du tout. Les syndicats sont faibles, les droits des travailleurs sont à zéro ou presque. Donc, la formule Rand, c'est une très bonne formule pour le contexte nord-américain. À quelque part, la formule Rand, c'est pour éviter un genre de passager clandestin du syndicalisme, quelqu'un qui paierait pas les cotisations, quelqu'un qui s'en foutrait complètement, mais qui, quand le syndicat négocie quelque chose à la hausse, bénéficierait des fruits du travail de tous les membres du syndicat. Là, ça peut pas fonctionner. Donc, la formule Rand, c'est une formule qui est équitable. Un peu plus loin dans l'article, Stéphanie reparle à nouveau de politique et dit que, historiquement, les syndicats ont toujours été proches de la politique. Ah, vraiment? Parce que le patronat, non, par exemple. Donc ça, c'est encore un argument bidon, Stéphanie. Ça marche pas, ton affaire. Et en passant, c'est justement cette proximité-là des arcanes du pouvoir, comme on dit, des partis qui dirigent, qui a fait en sorte qu'on a une loi sur l'assurance maladie, qu'on a des normes du travail, qu'on a une loi sur la santé et sécurité au travail, parce que justement, les syndicats étaient assez proches du pouvoir pour pouvoir se mêler un peu des lois qui se faisaient voter. Tu sais, défendre des causes politiques, ça sert aussi les travailleurs. Vous croyez vraiment qu'il y aura un salaire minimum en ce moment s'il n'y avait pas des acteurs de la société civile qui s'étaient un peu mêlés de tout ça et qui avaient influencé les politiques? Et quand je parle de ces acteurs, je parle évidemment des syndicats. Faut pas être naïf, là. Les patrons, ils font du lobbyisme, ils ont énormément d'influence sur les politiques. Si nous, du côté syndical, on n'en a pas, on a un wagon de retard et on se fait avoir. Je pense qu'il faut être extrêmement mal informé par rapport à l'histoire pour ne pas savoir que c'est aux syndicats qu'on doit la semaine de 40 heures, de 35 heures, qu'on doit les congés payés, qu'on doit les congés maladie et toutes sortes d'avancées sociales. Donc, c'est complètement ridicule de nos jours de dire « Ah, là, non, ça marche plus finalement ». Par la suite, dans l'article, Stéphanie utilise encore un argument massu. Elle va nous parler de la FTQ. Elle dit le syndicat, déjà le syndicat, il n'y a pas un syndicat au Québec, je ne sais pas si tu es au courant, Steph, il y en a plusieurs, et il y a plusieurs centrales syndicales. Donc elle dit, le syndicat pourrait commencer par regarder son nombril, alors que la FTQ Construction achète allègrement des camionnettes Ram 1500, frisant les 80 000 $ à des employés du siège social qui n'effectuent pas de travail de chantier. C'est ce que révélait le Journal de Montréal au début de 2025 dans un dossier démontrant que les précieuses cotisations syndicales avaient servi à toutes sortes de dépenses hautement critiquables, comme des verres de scotch à 55 $. On est d'accord, Stéphanie, mais là, tu fais encore de la démagogie, tu prends un cas isolé, vraiment précis, et t'en fais une généralité. Tu crois vraiment que tous les syndicats au Québec, déjà ont les moyens de s'acheter ces trucs-là et s'amusent à le faire? Voyons, ça n'a pas rapport. La majorité, la grande majorité des syndicats, ils gèrent bien l'argent de leurs membres, ils font pas n'importe quoi avec. Mais c'est sûr que si on prend un exemple de ceux qui ont merdé, on peut faire dire n'importe quoi par rapport aux autres parce qu'on fait de la généralisation. Peut-être en caillette, là, s'il y avait seulement dans les syndicats qui avaient de la fraude financière, qui avaient des abus, mais dans les gouvernements, dans les partis politiques, dans le monde du privé, tu crois qu'il n'y en a pas des excès comme ceux-là? On va pas mettre fin aux partis politiques parce qu'il y a un parti politique précis qui a fait de la fraude. C'est un peu pareil. Il y a un syndicat qui a déconné, ça ne veut pas dire que tous les autres sont coupables. Et même si on parle de l'abus d'un syndicat, c'est drôle, on parle jamais des abus du patronat. Puis là, vous allez me dire, oui, là, c'est son argent. C'est son argent, oui et non. Parce que, dites-vous une chose, c'est qu'un patron, il s'est enrichi grâce à la force de travail de ses employés. Un patron riche, souvent, c'est parce qu'il était capable de moins donner à ses employés. Puis vous le savez, on le voit dans toutes les négociations, le patron, il a beau être extrêmement riche, extrêmement fortuné, il remue mer et monde pour en donner le moins possible à ses employés. Mais ces sommes qu'il vous donne pas, à quoi elles servent selon vous? À ses excès, à ses abus et à payer les avocats qui négocient pour lui et qui vous pourrissent la vie. Et si je reviens un petit peu à ce que j'ai dit au début de l'épisode, l'État, c'est un patron aussi. Et là, c'est barre open, je vous le dis. Là. Les cadres de la fonction publique, ils ont un seul critère. C'est cette dépense, est-ce que je vais pouvoir la justifier aux vérificateurs, aux vérificatrices? Mais le reste, c'est pas leur argent. Ils font n'importe quoi. Et vas-y que je te paye des médecins experts du privé. Et vas-y que je te paye des avocats à grands frais du privé. Vous seriez surpris de voir à quel point l'État dépense beaucoup, beaucoup de votre argent pour emmerder ses employés. Et Stéphanie, elle poursuit en disant « Heureusement, le ministre du Travail, Jean Boulet. Oh, le bon Jean Boulet. Tant qu'à moi, Jean Boulet, c'est le tata de l'année. Là. Heureusement, le ministre du Travail, Jean Boulet, a l'intention d'imposer à tous les syndicats l'obligation de présenter des états financiers vérifiés selon les principes comptables généralement reconnus lors de leur assemblée annuelle, ainsi qu'aux membres qui en font la demande.
Stéphanie, c'est déjà comme ça. Dans la majorité des syndicats, on présente les états financiers en assemblée générale, ils sont votés, les gens peuvent poser des questions, et si quelqu'un désire voir les livres du syndicat, il prend rendez-vous avec l'équipe et il peut venir les voir. Mais là, si tu veux renforcer les règles, parfait, mais il faut que ce soit au profit des membres. Il ne faut pas que ce soit pour déstabiliser l'organisation, parce que M. Boulet, je te l'annonce, c'est ça qu'il veut faire. M. Boulet, dans son intention d'avoir des états financiers vérifiés selon les normes, etc., ce qu'il veut, c'est imposer aux syndicats de faire affaire avec des firmes d'experts comptables. Et ça, plusieurs syndicats ne peuvent pas se le permettre. Et ça, M. Boulet le sait très bien. Et donc, c'est encore pour étouffer un peu plus financièrement les syndicats, sous un couvert de grande vertu, qui va nous dire « Ah oui, mais il faut faire vérifier vos comptes par des comptables. » Et je reprends un peu mon idée de tantôt. Si on doit mettre sur la place publique toutes les dépenses des syndicats, moi je veux bien, mais on va mettre aussi sur la place publique toutes les dépenses que fait le patronat pour faire des relations de travail, comme ils disent, que moi j'appellerais plus, pour miner la force de travail de son personnel, pour les écœurer, pour les écrabouiller. Et là, vous seriez aussi surpris, que ce soit dans le privé ou dans le public, de voir à quel point l'employeur met des efforts pour nuire à ses employés. Et ça, M. Boulet, vous en savez quelque chose, vous avez été un avocat patronal, ça a été votre métier de pourrir la vie aux travailleuses et aux travailleurs, et vous continuez dans votre rôle de ministre, bravo, pour ça, félicitations. On va vous donner un trophée, le tata de l'année encore une fois. Si on regarde ça d'un œil un petit peu plus neutre, un petit peu moins partisan, et surtout qu'on regarde ça de bonne foi, on se rend compte que les cotisations syndicales, elles servent majoritairement à servir les membres, à les dépanner quand ils sont mal pris dans un conflit avec l'employeur. Elles servent aussi à travailler sur le deuxième front, donc à faire avancer des luttes sociales, des luttes importantes. Je pense qu'il n'y a personne ici qui pourrait me dire que les droits des femmes, les droits des minorités, c'est pas important. Puis ces gens-là, c'est des travailleuses et des travailleurs, c'est des citoyens, des citoyennes. Il ne faut jamais oublier ça. Et moi, je trouve que c'est extrêmement mesquin de la part du gouvernement de décider qu'on s'attaque aux syndicats comme si c'était le mal du siècle, là, alors qu'eux sont à la botte de leurs petits copains très riches et sont les valets du 1%. Vous savez, notre gouvernement, ils sont bien gentils, mais c'est des marionnettes au service des plus fortunés. Et là, M. Legault et tout son gouvernement, ils savent qu'il leur reste un an, ils vont brûler la maison avant de partir et ils vont faire n'importe quoi pendant la prochaine année. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de faire circuler le nom de Lanceur d'Arrête sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on va être de plus en plus nombreux à se parler de ces sujets-là. Donc je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup. Lanceur d'Arrête, c'est un rendez-vous. Abonnez-vous.